Eh bien, bonsoir à toutes, et je vais quand même dire à tous au cas où on ait raté un prénom masculin dans cette liste qui est Alain. Ah bah voilà, donc, bonsoir à messieurs. toutes et à tous. Bienvenue sur cette troisième session des rencontres Convergence, deuxième rencontre de la troisième session. Cette session étant dédiée à la révision de traduction. La CLF l'a intitulée de la préparation de copie à la révision de traduction. Et ce soir, ça va être essentiellement axé sur la langue anglaise avec 3 invités, Johanna Corindon, Hélène Cohen et Cyrielle Ayakatsikas. Bienvenue toutes les 3, et elles ont toutes les 3 la particularité d'être à la fois relectrices, réviseuses de traduction et d'être en parallèle traductrices. Bienvenue mesdames, et puis je vais laisser Armelle, est-ce que Gaëlle fait une intro aussi? Armelle fait l'intro générale? Oui, une petite intro générale pour chauffer la salle. Je suis membre et même présidente de l'Association des correcteurs de langue française qui organise avec Fontaine aux Livres cette soirée. La CLF finance l'événement, ça fait partie d'une très grosse partie de son budget, mais ça lui tient à cœur pour satisfaire un de ses 4 objectifs. Elle en satisfait 2 sur 4, 2 à la fois. Elle fédère ses adhérents et éventuellement d'autres, et elle les forme. La formation est un objectif très important pour l'association, et on considère que Convergence fait partie des belles formations. Alors la révision et la correction, il faut savoir que le correcteur, la correctrice, bon, le doublé, c'est pas mon fort. Donc je peux dire la correctrice parce que les très grosses parties des adhérents de la CLF sont des correctrices. Donc la correctrice, dans l'ensemble, souffre d'un mal qui est l'isolement. Donc ce type d'événement permet de le pallier. Et ensuite, la correctrice a plusieurs interlocuteurs privilégiés dans son exercice professionnel. C'est le maquettiste, le graphiste, l'imprimeur, le directeur artistique et, pour certains, voire pas mal, le traducteur. Quand ils savent, quand ils ont des connaissances de la langue. Et les adhérents, enfin les correcteurs se demandent souvent dans quelle mesure ils doivent ou ils peuvent intervenir avec ces interlocuteurs, qu'il s'agisse des traductrices ou des maquettistes, comment dialoguer avec eux, ce qu'on attend d'eux et aussi ce qu'on n'attend pas d'eux. Voilà, donc il y a une forme de timidité et pas toujours, il y a une forme de réserve, il y a une courtoisie à apprendre éventuellement, et parce que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais je le dis quand même, vexer un traducteur ou un maquettiste, c'est assez facile, sans le vouloir. Et oui, voilà, on a l'impression que oui, c'est de quoi il se mêle celui-là. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est pas mal d'organiser ce genre de rencontres. Voilà, les rencontres, je finirai là, sont organisées par un de nos chers membres, fondateurs de l'association, qui s'appelle Étienne Dimer, et qui s'arrange là pour trouver tout ce beau monde que vous avez sur écran. Et nous, on en profite. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci Armelle. Gaëlle, 2 mots sur la CLF qui est donc partenaire sur Fontaine aux Livres, qui est donc partenaire de la CLF
et qui notamment assure cette partie technique qui nous est indispensable. Tout à fait. Donc Fontaine au livre, c'est un incubateur des métiers du livre et de l'écrit. En fait, on est une association située à Paris dans le 11e qui va accompagner, aider tous les professionnels du livre sur la chaîne éditoriale à créer, développer, structurer, améliorer son activité. Avec effectivement une première action qui est de lutter, comme tu l'as dit, Armelle, contre l'isolement, parce qu'on sait que tous les professionnels du livre qui sont dans des très petites structures sont souvent sujets à l'isolement. C'est toujours difficile de réinventer la poudre quand on est tout seul, et l'idée, c'est de créer un réseau pour mettre les gens ensemble dans le même, voilà, dans le même espace, au moins le même espace virtuel. Donc, on a un réseau de 150 professionnels du livre et de l'écrit, pour lesquels on organise toute une série de rencontres, de conférences, de temps d'échange, etc. Un espace de coworking qui est situé à Paris dans le 11e, avec 350 mètres carrés de bureaux dans lesquels une trentaine de structures sont hébergées, ce qui, je vous laisse calculer, est... Hop, je désactive un micro. Ce qui, je vous laisse calculer, est assez petit, mais très dense et surtout très sympathique. Et on a une activité de formation professionnelle et d'accompagnement pour les professionnels du livre, des formations très courtes de 1 à 4 jours, faites pour des professionnels qui sont déjà en activité et ou en reconversion professionnelle et qui ont besoin de compléments, d'informations sur des points un peu précis de leur activité. Ça va notamment effectivement de la fabrication du livre au travail sur le texte, au point de vue technique, à la commercialisation, à savoir structurer sa société, etc. Donc voilà, le champ est très large, mais très spécifique au monde du livre. Et donc, on est ravis de travailler avec la CLF sur les rencontres convergence qui font précisément écho avec nos missions et qui viennent toucher un public qu'on a beaucoup à Fontaine au livre et qu'on essaie d'accompagner au mieux, qui est le public de correcteurs, avec une multitude de métiers en fait autour de la correction, notamment celui de réviseur de traduction, qui est un métier vraiment voilà. Et déjà que le métier de correcteur est assez méconnu dans la chaîne du livre, celui de réviseur de traducteur l'est encore plus. Et donc, c'est une grande joie aussi de pouvoir vous entendre sur le sujet. Donc, je remercie vraiment Étienne et Armelle pour tout le travail de programmation qui a été fait sur ce point. Et Sophie, en tout cas, voilà, on est toujours ravis de te retrouver pour ces rencontres. Donc, je te laisse la parole pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup. Aude, il faudrait que vous coupiez votre caméra, s'il vous plaît. Ah. Bon, on va démarrer sans, je le redirai. Oui, Aude, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre caméra? C'est en haut à droite. Vous cliquez juste sur la petite, c'est écrit dessous, hein, à côté du microphone, il y a caméra. Comme ça, voilà, comme ça, on a nos intervenantes en grand. Bonsoir, mesdames, je vais vous présenter. Alors, c'est rigolo, on va voir au cours de cette rencontre, on a parlé de révision de traduction. Moi, de ces dames, j'ai beaucoup entendu parler de relecture et Hélène nous l'expliquera. Elle définit encore autrement la révision, c'est encore autre chose. Donc, c'est bien, c'est qu'à chaque rencontre, j'en apprends. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais un mal fou à faire la différence entre préparateur de copie et correcteur. Et maintenant, j'en suis à tirer les fils et à faire la différence entre relecture, révision, préparation de copie. Mesdames, merci de tout ce que vous m'apprenez à chaque fois qu'on prépare ces rencontres. Johanna, je vais vous présenter en premier. Johanna Corrindon, vous êtes britannique, traductrice du français vers l'anglais et relectrice réviseuse de traduction, toujours de textes traduits vers l'anglais. Vous faites le chemin inverse de vos camarades. Oui, c'est ça. Vous avez été traductrice commerciale avant, notamment en agence de traduction, on en parlera. Aujourd'hui, vous exercez en indépendante, toujours les deux activités, traduction ou révision, mais aujourd'hui principalement dans le domaine des arts visuels, pour des maisons d'édition, des galeries d'art, des musées, des universités, des agents collectionneurs. Et vous travaillez notamment souvent sur des catalogues d'expositions bilingues. Et on verra aussi quelle spécificité ça peut avoir de réviser des textes qui concernent l'art par rapport peut-être à la littérature, à la fiction, à la non-fiction. Mais voilà. Bienvenue, Johanna.
Merci, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Hélène Cohen, vous travaillez dans l'édition depuis... Armel, il faut que tu coupes ton micro, ça résonne chez toi. Vous travaillez dans l'édition depuis plus d'une douzaine d'années, si je ne me suis pas trompée dans mes comptes. Relectrice de traduction d'abord, pour plusieurs maisons, comme les éditions de l'Olivier, comme les éditions du Sous-sol, et puis quelques autres. Et vous êtes ensuite devenue traductrice. Vous, c'est la relecture de traduction qui vous a peut-être amené à la traduction, vous nous expliquerez ça. Et vous traduisez beaucoup pour des livres qui sont publiés aux éditions du Sous-sol. Oui. Relectrice et traductrice dans le domaine de la littérature anglophone, enfin traductrice anglophone sûre, et on verra aussi ça pour la relecture, principalement de l'anglais. Je crois que vous évitez de faire d'autres langues, si j'ai bien tout saisi. Et puis, celle qui a la casquette de l'éditrice ce soir, mais qui finalement fait aussi ce travail de relecture, révision et même de prépa de copie, prononçons le mot, c'est Cyrielle Ayakatsikas. Pardon, Cyrielle. Oui, j'essaie vraiment de... Vous êtes en charge de la production étrangère aux éditions de l'Olivier depuis 2019, après avoir été relectrice de traduction et préparatrice de copie, tout en étant aussi traductrice de l'anglais. Je crois que les unes comme les autres, les deux casquettes, vous avez beaucoup de mal à libérer du temps pour un des deux. On parlera aussi peut-être de ça à un moment, de comment on mène les deux chemins qui ont beau avoir l'air de se compléter comme ça, mais en fait, comment on libère du temps pour la traduction ou comment on libère du temps pour la relecture quand on a les deux casquettes. Et dans le cadre de vos fonctions, Cyrielle, au sein des éditions de l'Olivier, eh bien, vous continuez à faire le travail de relectrice, réviseuse de traduction. Et la prépa de copie en même temps, on va en parler. Vous avez l'expérience toutes les deux, Hélène et Cyrielle, des éditions de l'Olivier. Et si j'ai bien compris, cette expérience, elle vous a aussi permis de voir l'évolution du monde du travail dans le marché du livre, puisque vous m'avez toutes les deux dit que vous aviez connu l'époque bénie, où l'étape de la relecture n'était pas mélangée, fusionnée, on va dire, à l'étape de la préparation de copie. Vous me racontez un peu ça, toutes les deux? Oui, Hélène, tu veux que je commence? Vas-y. Oui, bah, c'est vrai que moi, ce que je disais à Hélène juste avant qu'on se voit, c'est que nous deux, on a un peu été à l'école de l'Olivier. On a fait nos premiers pas à l'Olivier en tant que stagiaire. Et moi, j'ai vraiment appris mon métier sur le tas parce que même si j'avais un diplôme de traduction littéraire pour l'édition, on nous a jamais vraiment appris tous ces métiers qui existaient dans la chaîne du livre. Hein. Donc, moi, je suis arrivée aux éditions de l'Olivier, j'ai vraiment tout découvert là. J'ai appris mon code typo, voilà, je savais vraiment rien. Et à cette époque-là, effectivement, on avait beaucoup plus de budget, plus de temps aussi, parce que maintenant, les publications se font beaucoup plus rapidement après la sortie dans les pays étrangers. Donc on avait le luxe d'avoir d'abord un temps pour une relecture de traduction, puis ensuite on passait à la préparation de copie. Et c'est vrai qu'après tout a été fusionné, c'est un autre exercice. Moi, je fais pas les deux, hein. Je fais que la relecture ou que la prépa, d'ailleurs, je la fais plus du tout, j'ai plus le temps. Mais je me suis essayée une fois à faire le double exercice et c'est pas du tout ma façon de travailler, j'y arrivais pas. Moi, j'ai besoin de voir le texte qu'une seule fois, après je vois plus rien. Donc pour moi, c'est pas confortable. Il y a encore, Dieu merci, des relectrices et relecteurs qui sont capables de faire la préparation de copie derrière. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un exercice qui était trop compliqué et voilà. Donc on s'est adapté, mais on essaye de faire à peu près le même travail à la fin, d'avoir le même résultat. Ça veut dire que vous avez quand même toujours, vous, quand c'est vous qui faites la relecture, Cyrielle, vous avez toujours un préparateur de copie derrière avant la correction sur épreuve? Alors, je vous dis ça, mais oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que ce travail de préparation, j'ai le sentiment, et on a beaucoup de correcteurs qui nous l'ont dit, c'est qu'ils ont
de récupérer une partie. C'est-à-dire que le relecteur de traduction connaît, s'il a, s'il a eu la formation nécessaire, va faire un travail de relecture orthotypo en faisant sa relecture. Et moi, en tant qu'éditrice, du coup, quand je fais ma mise en fabrication, je vais créer les styles parce que c'est le rôle aussi du préparateur, c'est de styler le texte pour les compositeurs. Donc je fais faire ce travail-là. Mais c'est vrai qu'il y a une partie quand même, je pense, qui a été aussi attribuée aux correcteurs. Il y a pas mal de correcteurs qui nous disent: «Maintenant, on a des textes un peu plus, voilà, un petit peu moins propres et on a un peu plus de travail». Donc moi, j'essaye de vraiment, vu que j'ai eu la formation de préparatrice et correctrice, j'essaye de rendre un texte le plus propre possible. Mais je pense que les correcteurs ont un peu plus de travail qu'avant. Je ne sais pas, Hélène, ce que tu en penses? Je sais pas parce que j'ai pas, quand je travaille, alors moi je suis indépendante, donc j'ai pas le retour des correcteurs. Une fois que j'ai rendu le texte, je j'ai pas de Ouais. relecture sur épreuve, j'ai pas de, voilà, d'échange avec les correcteurs ou les correctrices. Donc je sais pas du tout, je sais pas ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, enfin on parle, d'une époque, c'était quoi? Il y a 10 ans déjà? Il y a 10 ans, quand il y avait effectivement pour les éditions d'Olivier, parce qu'après, sans doute que pour d'autres maisons d'édition, le fonctionnement était un peu différent. Quand il y avait l'étape de la rélecture et après un préparateur qui travaillait pas mal d'heures aussi sur le texte, je pense que quand le texte arrivait en correction, il était a priori propre. Là, j'imagine qu'effectivement, quand on fusionne, alors moi, ça m'arrive, hein, aujourd'hui, je fais ça d'ailleurs, je fais de la relecture et de la préparation de copies. Mais la préparation de copies, c'est une formation qui est quand même spécifique. Enfin, je le vois quand moi, je suis en tant que traductrice, j'ai affaire à des préparateurs de copies qui ont un regard très particulier sur le texte et qui sont extrêmement calés sur plein de questions. Je vois bien que ces compétences, moi, je ne les ai pas forcément et que la préparation de copies, je vais essayer effectivement de rendre quelque chose de très propre, orthotypo, dialogue, feuille de style, etc. Mais sans doute qu'il reste encore voilà, des choses pour la correctrice ou le correcteur au moment des épreuves. Johanna, vous, avec les éditeurs avec qui vous travaillez, alors, sur un texte traduit du français vers l'anglais, il y a ce flou parfois entre ce qu'on a traduit. Et c'est exactement pour ça que je suis ici, parce qu'en fait, j'ai pas eu, donc j'ai pas l'expérience de Cyrielle et Hélène. J'ai quand même 10 ans d'expérience dans la traduction, mais 8 ans, enfin à peu près, 7 ans d'expérience dans la traduction commerciale, plutôt pour les agences, tout type de texte. Et c'est seulement depuis 3 ans à peu près que je travaille pour les éditeurs. Et là, donc, je me suis plongée directement dans le après-époque bénie de Cyrielle et Hélène. Et je voulais faire cette table ronde justement parce que je me suis dit, il y a un gros problème ici. Je suis demandée de faire deux choses qui sont pas la même chose en fait. Donc la révision d'un côté, enfin c'est même pas la révision, c'est parce que la révision, j'ai entendu j'ai commencé à faire plein de recherches et je suis aussi élève d'Olivier Manoni à l'ETL. Et donc, on a eu un atelier où il y avait une éditrice qui a dit la révision, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas content, il y a un problème avec la traduction, sinon ça ne se fait pas. Et donc, je me suis dit, OK, donc ça, c'est la révision de l'édition. J'ai commencé à être assez perdue avec ce que c'était exactement la révision. Et attendez, Hélène a encore une autre définition. Oui. Donc, il y a plein de définitions, plein de mots, et c'est différent entre la traduction commerciale et l'édition. Donc, j'étais très perdue et j'en suis un peu toujours, j'avoue. Donc, c'est pour ça que je voulais parler, c'est exactement le but de cette rencontre. Je voulais parler de mon expérience et demander si c'était normal ou non. Mais justement, ma difficulté, c'est de vérifier une traduction et même les traducteurs chevronnés, ils font des erreurs, ou des
enfin, c'est pas forcément des erreurs, des grosses erreurs de contresens ou de faux sens. Ça peut être des petits glissements de sens ou des fautes de frappe qui parfois mènent à quelque chose. Donc, est-ce que je dois vérifier tout ça, donc source contre cible, comme on dit dans la traduction, ou est-ce que je fais la préparation de copie? Donc, est-ce que je me focalise sur tout ce qui est, tout le travail orthotypo? Donc, là, je suis en train de faire les deux choses en même temps et j'avoue que c'est très chronophage et je perds de l'argent. Je ne gagne pas assez. donc, je voulais vraiment présenter, exposer, parler de cette difficulté que je rencontre pour avoir des autres avis et expériences. Vous me disiez que parfois vous réalisiez qu'en fait, effectivement, vos clients attendaient une prépa de copie et que vous aviez, comme on vous avait parlé de révision, de relecture, que vous aviez même tendance à pas pouvoir vous empêcher d'aller regarder le texte original en français. Oui, et finalement, c'est peut-être pas ce que les éditeurs... il y avait effectivement une imprécision de la terminologie. Oui, quoi. c'est ça. C'est aussi quelque chose que moi, je dois certainement commencer à préciser quand j'accepte un travail. C'était la faute de la débutante, si on peut le dire. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. En fait, le premier projet que j'ai eu, j'ai dit, est-ce que je regarde la version originale ou non? Et l'éditrice a dit, non, c'est pas nécessaire. Donc, j'ai commencé à travailler sans regarder, mais très vite, je me suis dit, oh, elle m'a quand même envoyé la version originale. Je dis, oh, mais ça, c'est un peu bizarre ou je ne suis pas sûre de ça. J'ai commencé à regarder. Après 4 ou 5 erreurs, je me suis dit, c'est pas possible que je ne regarde pas quasiment tout la version originale. Donc, en fait, j'étais en train de faire je dirais pas forcément une révision, mais une comparaison très pointue entre les deux textes. Ce que vous, Cyrielle et Hélène, vous appelez relecture de traduction, hein, où vous faites une révision, ligne à ligne entre la traduction et le texte source. Oui. Je rebondis sur ce que disait, excuse-moi Cyrielle, sur ce que disait Johanna, sur le fait que la relecture ou la révision de traduction concernait seulement un texte, une traduction qui serait mauvaise. Hein, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça que j'ai entendu. Oui. Alors, la relecture des traductions, elle concerne toutes les traductions, quel que soit on peut relire d'excellentes traductions. Enfin, voilà, c'est vraiment... Cyrielle... C'est systématique, on doit relire la traduction. C'est ça. C'est systématique. C'est une étape éditoriale. Alors, dans certaines maisons d'édition, c'est une étape, on va dire, obligatoire, nécessaire en littérature étrangère, qui est aussi de considérer la traduction comme un texte à part entière, une œuvre à part entière, et voilà. Et la relecture fait partie du processus éditorial de ce texte. Et après, ça passe en préparation de copie, c'est ça? Alors, avant, ça passe en préparation de copie, c'est ça. C'est l'étape avant la préparation de copie. Oui, d'ailleurs, pour répondre, parce que j'ai vu passer une question comme ça à l'écrit sur l'ordre. Donc, on reçoit la traduction, on le passe en relecture. Ensuite, normalement, donc, on a ou pas la possibilité de faire une préparation derrière, ou alors on fait une relecture-préparation. Ensuite, on l'envoie au compositeur et c'est après ça que le correcteur intervient, quand le texte est déjà composé sur des épreuves, en fait. Donc ça, c'est l'ordre. D'accord. Et Hélène, vous me disiez que vous faisiez encore une différence parce que pour vous, une révision de traduction, ce serait plutôt on va dire le toilettage, la remettre au goût du jour ou corriger des grosses erreurs de livres qui ont déjà été traduits et où vous partez de cette traduction ancienne pour la revoir, quoi.
Oui, mais justement, enfin, je pense que j'utilise, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas de, comment dire, de base scientifique, en fait, cette distinction. C'est une distinction que je fais moi, mais je ne suis pas sûre qu'elle est, voilà, qu'un autre Ah bah moi, éditeur la je ferait. suis tout à fait d'accord. Hein. Ouais, Oui, ouais, c'est je ça. suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on reprend une traduction qui a déjà été publiée il y a plusieurs dizaines d'années et qu'elle reparaît voilà, aujourd'hui, l'éditeur peut indiquer en page de titre traduit par et édition révisée par. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, la révision, je l'associe justement à ce travail-là, mais qui n'est pas très différent de la relecture, hein, finalement, parce que parfois, on peut réviser des traductions qui sont, voilà, très abouties, et puis on peut corriger certaines choses, etc. Mais je veux dire, le travail n'est pas très différent de la relecture de traduction. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que tu as raison. La nuance, c'est que la révision, en général, elle est mise en avant par l'éditeur. Et en général, le nom de la personne qui a révisé figure sur le livre, ce qui n'est pas jamais le cas de la relecture, ou très, très rarement. Je crois qu'il y avait 13e note qui notait le nom du relecteur, mais c'est le seul éditeur que j'ai vu. C'est le seul exemple que j'ai. Mais sinon, la révision, en général, oui, c'est une mise en avant du retravail de la traduction qui est souvent datée ou des choses comme ça. Et la relecture, du coup, ça se fait sans regarder le français original ou l'anglais original? Si. Oui, on regarde aussi la langue originale, ouais, dans la relecture. Et ça se fait sur PDF? Alors ça, c'est moi, j'ai commencé sur le papier. Pendant très longtemps, j'ai travaillé sur papier au crayon gris. C'était très fastidieux, mais je me voyais pas travailler différemment. J'avais l'impression que mon cerveau était configuré comme ça et que c'était impossible pour moi de travailler à l'écran. Et après, maintenant, on n'a plus du tout le temps de faire ça parce qu'après, quand on travaillait à l'écrit, il fallait réintégrer toutes les corrections. Donc, il y avait un système, on envoyait au traducteur, le traducteur mettait toutes ses corrections, ses validations, ses réponses à nos questions au stylo bille. Donc nous, on intègre, enfin, ça a ajouté des étapes qui maintenant, moi, je peux plus le faire. Et je me suis habituée, donc maintenant, je le fais sur écran, sur Word, pas sur PDF. Parce que PDF, on n'a pas toujours les outils. Il faut un Adobe Pro qui coûte très cher, une licence, donc c'est compliqué. Donc on fait ça plutôt sur Word en suivi des modifications. En tout cas, moi, maintenant, je travaille comme ça. Hélène, je crois que vous avez toujours un peu besoin du papier. Il y a une étape papier encore. Hein. Oui. Moi, comme je répète un peu ce que disait Cyrielle, c'est vrai qu'à une époque, on travaillait vraiment exclusivement sur papier dans les échanges avec les traducteurs. Donc, il y avait des coursiers qui passaient, ça prenait du temps. Et puis, on se voyait avec les traducteurs, on faisait une réunion, soit au téléphone ou soit on se voyait voilà, dans un café, etc. On échangeait, il y avait toujours un temps d'échange. Et après, on repartait chez soi avec son le petit manuscrit sous le bras. Il ne fallait surtout pas perdre, parce que si on le perdait, on perdait tout le travail. Voilà, il fallait bien intégrer, il fallait faire attention d'intégrer correctement en prenant en compte et nos corrections et les échanges avec le traducteur. Et donc, tout ça, c'était très long. Après, c'est aussi intéressant parce que, et aujourd'hui, comme disait Cyrielle, les délais ont été quand même, sont beaucoup plus serrés qu'autrefois. On travaille en suivi des modifications. Donc, c'est plus simple. Mais c'est vrai que moi, je travaille toujours sur papier. Donc, je demande à ce que l'éditeur ou l'éditrice m'envoie un jeu papier, le livre, et après, une fois que j'ai terminé ma correction sur papier, je rentre mes corrections en suivi des modifications et on échange, voilà, comme ça avec les traducteurs. Ce qui, bon, c'est aussi un peu plus rapide, on gagne le temps aussi des échanges l'après-midi, la matinée à passer à échanger, c'est un peu plus simple et un peu plus rapide, c'est vrai. Il y a Agathe qui demande si ce n'est pas souvent l'éditrice ou l'éditeur qui se charge de la relecture dans des maisons moins littéraires que l'Olivier. Pas que, puisque Cyrielle, elle avait cette fonction-là par ailleurs avant, mais finalement, maintenant, Cyrielle, c'est sa casquette d'éditrice du domaine étranger de l'Olivier, et c'est vous faites
la plupart des relectures, Cyrielle? Oui, non, mais pas du tout. Non, non, je peux absolument pas absorber moi toute seule sur l'année. Donc, Hélène, par exemple, relit aussi pour l'Olivier. On a 4 lecteurs comme ça. Donc, non, non, moi, je sors une partie des textes. Je peux absolument pas. Ça me prend quand même beaucoup de temps, une relecture, mine de rien. Et non, non, je peux pas faire toute la production. C'est pas possible. Donc, je dois choisir, malheureusement, les textes sur lesquels je vais travailler. C'est pas mal de choisir soi-même. Ah oui, non, non, oui. J'essaye de le faire consciencieusement. J'essaye pas de prendre juste les textes qui m'intéressent, les plus faciles ou les choses comme ça. Il faut toujours réfléchir. Il y a un point de vue économique aussi parce que sortir un texte, ça fait un coût supplémentaire qui va être impacté sur le prix du livre. Donc, il faut réfléchir à ça. Il y a aussi sur la relation avec le traducteur. Nous, à Olivier, en plus, on est très fidèles à la fois à nos collaborateurs, à nos traducteurs. Donc, tout ce petit monde se connaît depuis très longtemps. Donc, quand on a un relecteur qui travaille depuis très longtemps avec un traducteur, je vais pas je vais pas m'ingérer dans leur relation si ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est de l'estimation un peu, c'est du cas par cas, ça dépend. Johanna, vous, j'imagine que, alors pour le coup, des duos traducteurs, relectrices, ça doit être un peu plus compliqué dans les catalogues d'expo, dans les arts visuels, où il y a quand même des traducteurs que vous retrouvez d'un livre à l'autre, avec qui il y a des... Oui, il y a un petit, comment dire ça, élite de traducteurs enfin, non, je dis ça, mais il y a un groupe de traducteurs qu'on voit souvent pour les catalogues de musées. Mais parfois, et je pense que c'est le budget, les musées ont aussi appel aux agences parce que c'est plus rapide. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas le traducteur et on n'a pas d'échange avec eux. Alors que le projet que je fais actuellement, si je n'avais pas pu parler au traducteur, j'aurais été en grande difficulté parce que c'était un texte qui vraiment nécessitait les échanges entre nous. Donc, oui, je ne peux pas dire c'est oui ou non. Mais il y a quand même un certain nombre de traducteurs que je vois souvent. Vous, Cyrielle et Hélène, il me semble qu'en tout cas, c'est le fonctionnement souvent enfin, j'ai l'impression à l'Olivier en tout cas, mais même dans d'autres maisons, le lien direct entre le relecteur et le traducteur est très, très, très important. Ce que disait Armelle en intro, faut pas vexer, mais justement, enfin, c'est le dialogue. Moi, j'ai entendu, on s'était dit ça déjà à la précédente rencontre, mais j'ai encore plus l'impression que vous avez insisté là-dessus quand on s'est parlé, puis j'ai écouté quelques interviews, etc., mais que le collectif a du sens, en fait, sur ce travail sur le texte, quoi. C'est tous ensemble pour le meilleur du texte, et c'est quand même le texte qui prime. Ah oui, oui, évidemment, oui, moi je conçois pas pour moi, c'est un échange, le travail sur la traduction et même avec, les correcteurs, je sais que ça se fait pas beaucoup, que les éditeurs ont assez peu de contact avec les correcteurs, mais c'est vrai que moi, j'aime bien, dans la mesure du possible, pouvoir encore dialoguer à cette étape-là parce que, j'ai quand même pas une formation de correctrice. J'ai des lacunes, sur plein de règles, de choses comme ça et donc moi, j'aime bien aussi, pouvoir ou quand on a un texte particulier, avec des conventions spéciales qu'on a établies ensemble avec le traducteur ou la traductrice, avoir aussi le regard du correcteur, c'est important. Donc moi, j'aime bien que les correcteurs, je les invite, beaucoup à intervenir au crayon gris, en dehors des coquilles, des fautes très objectives, qu'ils doivent corriger, d'autorité comme ça. S'ils ont un doute sur quelque chose, j'aime bien aussi, avoir leur point de vue. Moi, j'aime beaucoup le collectif, hein, dans le travail sur un texte. Ouais. Hélène, j'ai l'impression qu'il y a même, enfin, Cyrielle le disait un peu, il y a enfin, j'allais dire des duos, mais c'est presque, en tout cas à l'Olivier, c'est presque des trios, auteur,
traducteurs, relecteurs, et qui se font sur la durée. Déjà, auteur-traducteur, ça me semble évident à l'Olivier, même si parfois il y a des pas de côté qui sont nécessaires pour un texte. Mais finalement, que ce compagnonnage-là, finalement, il inclut aussi le relecteur. Oui, c'est vrai que il y a aussi la relecture, il y a, comment dire, une question de confiance qui est très forte, un lien de confiance qui est très fort, parce que quand le traducteur a travaillé des mois sur une traduction et qu'il la rend, c'est une étape qui est quand même toujours un peu délicate, oui, qui est délicate. On a mis beaucoup de soi dans un texte, on a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et c'est vrai que la relecture de traduction, c'est le premier ou le second regard approfondi sur le texte. Donc, il faut que le traducteur ait confiance, qu'il y ait quelque chose qui se noue avec son relecteur. Et c'est vrai que quand il y a des duos qui se forment avec certains traducteurs, c'est un travail qui est beaucoup plus plaisant, qui est plus facile, qui est plus fluide. Et puis, moi, je sais pas, par exemple, ça fait plusieurs années que je relis. Alors, j'ai pas relu toutes les traductions. Par exemple, je pense à Céline Leroy, l'excellente traductrice Céline Leroy. Donc, j'ai relu plusieurs traductions dans différentes maisons. Et voilà, c'est une super expérience. C'est très agréable. C'est vrai que des fois, on est content de se retrouver sur un texte, Oui. de travailler ensemble. Le traducteur, quand il nous fait confiance, il dit oh, t'as carte blanche, fais ce que tu veux sur les petits détails. On se retrouve simplement sur là où il y a des questions. Et donc, il y a plein de choses qui vont surgir. Et c'est vrai qu'en général, on arrive à trouver des troisièmes voies qui sont plus intéressantes, plus satisfaisantes que la proposition du traducteur et celle après de la relectrice et tout. Ben, moi, j'aime beaucoup ça. Et la dernière fois, on s'était dit, avec Olivier de Solminac, je pense, qui est déjà intervenu dans une de ces tables rondes, et on se l'est dit sur un texte sur lequel on a travaillé à l'Olivier avec le traducteur Nicolas Richat. Et Olivier me disait, donc Olivier a travaillé pour le coup en prépa de copie derrière moi qui avait fait la relecture. On a passé 3 fois, on a réussi à le faire sur ce texte. Et il m'a dit, c'est la première fois qu'il y a vraiment un triangle où on a abouti à un texte à tous les 3 finalement. Il restait encore des questions après la relecture, et ça a été génial pour tout le monde. Même le traducteur était très content. Donc c'est chouette quand ça se passe comme ça. C'est Trust. C'est Trust. C'est Trust. Ouais. Johanna, est-ce que, parce que finalement on a compris que vous, c'était plus aléatoire le contact avec les traducteurs ou traductrices, est-ce que vous n'avez pas de contact direct? Il y a quand même, via la maison d'édition, un retour sur les questions que vous avez posées, les problèmes que vous avez pu soulever. Oui. Mais parfois c'est assez, il y a plusieurs étapes, parce que moi, parfois je pose d'abord la question au traducteur. Et puis après, quand il y a toujours quelque chose qui lui, que nous, on ne peut pas résoudre ensemble, et parfois c'est un problème factuel en fait, ou un problème d'incohérence qui vient du texte français. À ce moment-là, j'envoie le document à l'éditrice, qui après doit l'envoyer au musée. Et au musée, il y a souvent plusieurs intervenants. Pour un catalogue d'exposition, il y a, je ne sais pas, parfois il y a 5-6 personnes qui ont écrit des textes. Donc, il faut que chaque personne regarde et répond aux questions. Et en fonction du nombre de problèmes, ça peut prendre du temps. Ça mange du temps dans le processus. Mais j'ai quand même des retours. Mais j'avoue que c'est souvent assez stressant, parce qu'on est vraiment... moi, je suis vraiment qu'est-ce qu'on dit, le dernier maillon de la chaîne, et je suis coincée en fait entre, ils ont vraiment besoin de mettre le texte, de faire la mise en page,
Et, et donc, il n'y a pas beaucoup de temps pour ces va-et-vient. Donc oui, j'ai des réponses et un contact soit direct ou soit par l'éditrice avec le client final, entre guillemets, mais c'est assez chronophage et compliqué. Et donc, quand je suis payée par 1000 de signes, par exemple, ça ne prend pas tout ça en compte, toutes ces questions, tous ces va-et-vient entre tous les gens, les mails que je dois envoyer pour expliquer où il y a un problème. Donc, voilà. Claire pose la question, enfin souligne que lors de la rencontre précédente, effectivement, selon les relectrices qui étaient présentes, elles n'avaient pas toutes un contact direct avec les traducteurs, voire certaines jamais. Hélène, vous vous sentiriez de travailler, de faire une relecture en n'ayant aucune discussion avec le traducteur? Ça m'est arrivé une fois, il me semble, de faire une relecture et de rendre la relecture directement à l'éditrice qui se chargeait de transmettre mes corrections. Et je n'avais pas de retour sur le travail, voilà, les propositions que j'avais faites. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas... Je pense que je pense que le texte gagne un petit peu quand même dans les échanges directs entre le relecteur et le traducteur, parce que le relecteur connaît très bien le texte, a priori, après l'avoir relu, avoir fait plusieurs passages, voilà, il a une connaissance assez poussée du texte. Et il peut, voilà, comment dire, c'est-à-dire que quand on propose quelque chose, le traducteur ou la traductrice peut accepter, peut refuser, dire non, cette correction, cette proposition, ça, voilà, ça ne marche pas, peut accepter tel quel, mais il peut aussi, de l'échange, naître quelque chose encore mieux, comme disait Cyrielle, de la première proposition, de la seconde, et voilà, et de la troisième naît quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Donc, oui, je trouve que c'est mieux, voilà, qu'il y ait des échanges directs entre le traducteur et le relecteur. Mais bon, pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas. Peut-être aussi que ça, ça peut aussi, quand il y a des choses un peu difficiles, quand le texte est un peu difficile, quand, voilà, ça peut aussi, un peu, comment dire, de cloisonner comme ça, ou quand l'éditeur connaît très bien le traducteur aussi, et qui préfère discuter directement avec le traducteur sans intermédiaire. Mais c'est vrai que dans les maisons pour lesquelles je travaille, voilà, le relecteur discute directement avec le traducteur, et les préparateurs de copies aussi, d'ailleurs. Les préparateurs de copies, s'ils ont des questions sur un texte, s'adressent directement au traducteur sans passer par l'éditeur. C'est vrai, c'est intéressant de constater que la personne qui a dit dans l'échange précédent, parce que je ne sais pas si Cyrielle et Hélène, vous avez écouté la première rencontre Convergence. Non. Parce que c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que l'expérience des personnes, des intervenants, c'était très, très différent encore. Donc, c'est toute la richesse de cette rencontre, mais je peux imaginer qu'il y a des gens qui sont un peu, mais c'est quoi la révision? C'est quoi la relecture? Non, mais il y a des tas d'exemples. C'est vrai que c'est difficile de vraiment définir ce que c'est, parce que je pense que c'est à la fois le texte, le traducteur, l'éditeur, toutes ces convergences qui vont un peu modeler le travail.
sur le Ouais. texte. Je pense qu'on ne peut pas dire au départ ça va se passer comme ça. Moi, j'ai des exemples très particuliers où, avec un traducteur, vraiment que j'adore hein, maintenant, mais c'était très compliqué au départ parce qu'il avait beaucoup de mal à se faire relire, en fait, parce qu'effectivement, ses traductions, il imitait tout ce qu'il est, il souffre beaucoup sur ses traductions et c'est très douloureux pour lui de se faire corriger et dans ce cas-là, on passait par le filtre, en fait, de l'éditrice, c'est-à-dire qu'il ne savait même pas qu'il était relu par moi et l'éditrice, faisait un premier filtre et voilà et c'était nécessaire parce que sinon pour lui, c'était absolument mais c'était insoutenable, en fait, de voir, les corrections que je pouvais proposer. Donc on avait trouvé stratagème, et enfin on a fini par lui avouer, des années après. Mais voilà, il l'a pas su tout de suite que et je l'ai relu comme ça sur plusieurs textes, de manière cachée et voilà, le texte n'en a pas pâti parce que finalement, les corrections passaient, hein, mais voilà, des fois, il faut jouer un peu aussi avec la psychologie des traducteurs, ça arrive aussi que les traducteurs n'aient pas forcément, besoin qu'on les consulte, préfèrent, tout est possible, en fait, sur un texte. On ne sait pas Là, vraiment, à Là, en fait, l'avance. justement, c'est votre rôle d'éditrice maintenant, responsable du domaine étranger, d'aussi connaître le fonctionnement de vos traducteurs et en Ouais. Mmh. fonction d'adapter le Oui, lien avec, ou le non-lien avec les oui. relectrices et les relecteurs. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis très soucieuse de la psychologie des traducteurs, de la réception, de la relecture, pour que chacun donne le meilleur de soi-même, toujours pour le texte, hein. C'est pour moi, voilà, mon axe, c'est le texte. Il faut que le texte soit rendu de la meilleure façon possible. Donc il va falloir s'adapter, à toutes les contraintes, les contingences, le temps qu'on a pour travailler, les collaborateurs, ça modèle le travail, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est un atout de connaître, les traducteurs avec lesquels on travaille, ouais. C'est un atout, mais est-ce que ça peut parfois être un danger? Trop confiance ou comme Bah, c'est ça peut oui, oui, quand on a super une technique. relation, oui, oui, ça peut être un disons que ça peut, comment dire? Oui, il faut vraiment qu'on travaille sur une base de confiance parce qu'il peut y avoir un conflit sur un texte. Un conflit, enfin, on peut ne pas être d'accord sur des partis pris. Ça m'arrive, voilà, ça m'est arrivé très récemment sur un texte. On s'entend très, très bien, il y a pas de problème, mais le calage, voilà, la relation de confiance, elle est indispensable au départ parce que, on n'était pas tout à fait, d'accord sur la façon d'aborder le texte et et oui, oui, ça peut jouer ou des fois des traducteurs avec lesquels qui nous sont un peu imposés parce que bon, c'est un traducteur de longue date, de l'auteur, donc il est hors de question de retirer un texte, qui que quand on a un traducteur qui est la voix d'un auteur, en France, on va pas lui retirer simplement parce qu'on s'entend pas bien avec lui ou elle. Donc il va falloir, voilà, s'adapter, composer, c'est du cas par cas. Ouais, et protéger tout autant ses traducteurs que ses et traductrices que ses relecteurs et relectrices. Évidemment, évidemment, ouais. Mmh. Euh, j'ai eu le sentiment quand même que pour vous, Johanna, on a beaucoup entendu Hélène et Cyrielle dire que pour elles, c'était le texte avant tout, le respect du travail du traducteur qui lui-même respecte le travail de l'auteur, enfin voilà, essayer de retrouver une voix dans une autre langue. Et j'avais l'impression que vous, cas, dans le cas des arts visuels, des catalogues d'expo, vous m'avez dit que le plus important, c'était quand même que ce soit lisible pour le lecteur. Ce qui fait que je me dis que c'est pas tout à fait finalement voilà le fait de pas travailler dans les mêmes domaines rend les choses un petit peu différentes. Ouais, c'est une question super difficile à répondre parce que enfin, ça ouvre toute la question de, comment dire, du loyauté du traducteur, enfin,
enfin, c'est la question de la traduction, enfin, c'est toute cette question de la traduction en fait. Est-ce qu'on reste très, très fidèle au texte ou est-ce qu'on essaie de créer quelque chose qui est au moins plus facile, un petit peu plus facile à digérer pour les, enfin, en l'occurrence, pour moi, c'est les anglophones. Et je suis très mitigée. Enfin, je ne sais pas du tout comment je me positionne avec ça parce que parfois, je suis en train de corriger des textes qui sont écrits par des philosophes et des critiques d'art qui sont super compliqués, enfin, très difficiles à lire. Et j'ai envie parfois d'essayer d'atténuer un petit peu ce côté du français qui est très abstrait. En fait, on est dans des idées très abstraites alors que l'anglais, c'est quand même un langage un peu plus concret. Mais en même temps, on est là dans les questions de fidélité à l'auteur, au client. Enfin, c'est très difficile de répondre à cette question. J'ai un petit peu quand même l'idée, et je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais tout ce que j'entends du monde de l'édition littéraire en France, c'est qu'il y a un respect pour les traducteurs et que les traducteurs sont aussi, comme les auteurs, des gens créatifs, si vous voulez, et que, en fait, moi, je viens d'un monde où les traducteurs sont plutôt invisibles. Enfin, l'invisibilité du traducteur, c'est plus important. Et oui, je ne sais pas si je peux m'exprimer bien à ce sujet qui est très compliqué, mais je ne sais pas, c'est la, la réponse la plus courte. Mais c'est vrai que je me sens dans un monde un peu différent de Hélène et Cyrielle. Et je pensais que j'avais un peu intégré le monde de l'édition, mais je ne suis pas sûre finalement. Je ne suis pas sûre si je suis un peu chevauchée entre les deux, mais plutôt toujours dans un monde où il faut faire vite, on n'a pas beaucoup de temps et qu'il n'y a pas le temps de plusieurs étapes, de tous ces échanges et qu'il faut faire le meilleur qu'on peut dans le peu de temps possible. Oui, et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Johanna. Ce qui est important aussi, la contrainte, je pense, c'est que toi, j'ai compris qu'en fait, tu étais rémunérée au nombre de signes, ce qui n'est pas le cas des relecteurs littéraires. Nous, on déclare nos heures, donc on a aussi la possibilité d'intervenir. C'est vrai que toi, tu dois à la fois donc, faire les corrections dans un temps imparti qui est déjà très, très court, et en plus de ça, ce que tu disais, c'est que ça demande énormément d'investissement quand tu commences à voir qu'il y a quelques soucis, qu'il faut que tu retournes à la langue source, corriger et tout. Il faut que tu composes aussi avec le fait qu'effectivement, tu peux travailler à perte. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les relecteurs n'ont pas. Les préparateurs, oui, ils sont payés au nombre de signes, mais pas les relecteurs. Donc, c'est un confort supplémentaire qu'on a. Et c'est vrai que je pense que ça doit jouer un petit peu sur le travail. Oui. Ouais. Non, moi, je commence à comprendre mais ce qui est intéressant et pourquoi je suis très intéressée d'être ici, c'est que c'est pas facile d'entrer dans ce monde, dans le sens que c'est pas facile de voir où aller et c'est peut-être Fontaine au livre qui peut faire quelque chose avec ça parce que comme quelqu'un qui s'est lancé un peu dans le monde de traduction hors agence, mais qui est quand même lié aux éditeurs, je pense que je me suis un peu trompée dans ma façon de faire, en fait. Et les deux tâches de révision ou relecture et préparation de copie sont devenues totalement fusées. Mais quand même, je suis payée comme une correctrice. Et l'autre jour, j'ai dit à l'éditrice, enfin, pour qui je travaille en ce moment, mais en fait, est-ce que la correctrice française, elle est payée le même tarif que moi, alors qu'elle a regardé seulement une langue? Et elle a dit, oui, mais il faut elle doit
elle doit vérifier tous les noms propres et tout. Et je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, parce que peut-être elle doit vérifier tous les noms propres dans le texte français, mais ça ne veut pas dire que qu'elle n'a pas fait des erreurs, mais aussi que le traducteur a bien transposé tous ces noms propres. Donc, ça devient difficile. Je ne veux pas être négative, mais je vois que j'ai eu une expérience qui... Enfin, c'est important d'en parler, je pense. Là, je pense même que c'est sûrement la CLF qui, voilà, Gaëlle dit Fontaine-Olive ou la CLF, spécialisée sur les métiers de la correction, pour effectivement... mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore des... on a vu que les traducteurs et traductrices, en se regroupant au sein de la TLF, comme les correcteurs au sein de la CLF, arrivent à faire un peu avancer les choses, il me semble, sur un peu plus d'équité peut-être, et aussi concernant la rémunération. Donc effectivement, je pense que ce soit vous, Johanna, ou les gens dans le public qui démarrent ou qui posent des questions, je pense que effectivement, aller vers les associations, c'est sûrement elles qui pourront vous donner des réponses. Donc la TLF pour les traducteurs et la CLF pour tout ce qui est relecture, préparation de copie, correction. Et un peu de systématiser ce que c'est en fait, la révision, la relecture, autant que possible. Je pense que c'est assez important. Et là, je vois Cyrielle qui Oui, dit, non, parce que déjà, je réfléchis, mais ça me semble, systématiser ça, ça me semble impossible, parce que j'ai travaillé aussi pour, de manière très ponctuelle pour des catalogues de musées, j'ai fait de la correction pour le catalogue, le programme du Festival d'Avignon, j'ai fait aussi un peu ce travail-là, hors vraiment maison d'édition littéraire, mais je vois pas comment on peut trouver un système qui soit applicable de manière un peu universelle, parce que chaque entreprise, déjà, les budgets ne sont absolument pas les mêmes selon les entreprises. Il y a les boîtes de communication, il y a beaucoup plus d'argent. Souvent, entre traducteurs, moi, on m'avait proposé de traduire un scénario, par exemple, c'était une boîte de production qui me proposait de traduire un scénario pour le cinéma. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de barème, de tarifs qu'on peut appliquer comme ça. Et souvent, entre traducteurs, on s'appelle, on dit: «Attends, on propose ça, quel devis je dois faire?» Parce qu'on connaît à peu près, pour l'édition, on sait, parce que bon, le feuillet, c'est 1500 signes, et on sait qu'à peu près la fourchette pour un traducteur de l'anglais, ça va aller de 21 à 23 €. Voilà, ça, on sait à peu près. Mais dès qu'on sort de ça et qu'on rentre dans un milieu beaucoup plus technique, là, moi, je suis complètement perdue sur la tarification. Je sais pas du tout, et je me dis: «Mais comment légiférer? Comment aplanir tout ça?» Je vois pas. Mais Je suis tout à fait d'accord. La seule chose que je pense que c'est intéressant de dire, c'est qu'en préparant cette table ronde, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit quand même, et elle m'a montré, il y a une norme issue de la traduction, des services de la traduction, qui au moins, comment dire, donne une idéal de ce que devrait être une prestation de traduction. Et donc, même si il y a quelqu'un, un client qui ne veut pas adhérer à cette norme, c'est dit. Et je trouve que si ce serait possible de faire quelque chose comme ça, d'au moins avoir une espèce de charte, disons, ce sera intéressant. Mais je comprends que c'est exactement mon expérience, c'est impossible de trouver. En plus, la relecture, j'ai le sentiment, on parlait du forfait tout à l'heure, Cyrielle, vous disiez que pour la relecture, vous étiez payé au nombre d'heures et au forfait.
J'imagine que quand même, il y a un devis avant, enfin que le relecteur estime le nombre d'heures qu'il va passer, puis qu'il y a quand même une discussion entre vous, où il n'y a pas de devis, et en fin de relecture, vos relecteurs, ils vous disent j'ai passé tant d'heures, c'est tant, et Ouais. Nous, à l'Olivier, on ne fait pas du tout ça, on ne fait pas de devis. Il y a simplement une mise en garde parfois si on est sur un texte. Là, ça m'est arrivé récemment. C'était une réédition donc, d'une ancienne traduction à réviser pour le coup. Et vu que c'était une révision, j'ai quand même demandé à la relectrice de ne pas dépasser un certain nombre d'heures parce que on ne pouvait pas se permettre de dépasser un certain budget et qu'il fallait pas non plus y passer trop de temps parce que c'est une traduction qui a très longtemps circulé chez plusieurs éditeurs. Donc voilà, bon, finalement, ça va complètement sauter tout ça parce qu'on s'est aperçu que la traduction était tellement vieille que le traducteur et probablement l'éditeur aussi avait décidé de supprimer complètement des passages qu'on va rétablir. Donc il y a un travail de traduction qui va se faire par-dessus. Donc finalement, je pense que ce budget va complètement sauter. Mais, mais c'est pas grave, on s'adapte. Il faut, encore une fois, c'est le texte hein, qui prime. Donc ouais, non, ça arrive. Enfin, moi, j'ai jamais. Non, des devis, non. Pas, en tout cas, pas à l'Olivier. Et là, c'est la relectrice sur ce cas particulier-là qui vous a dit, mais en fait, il manque des bouts de texte Oui, par enfin, je rapport. l'avais alerté, en fait, je lui avais dit, parce qu'on connaît un petit peu les traductions des années 70-80, les traducteurs étaient aussi un peu éditeurs et ils traduisaient quand même de manière très libre. Donc, je l'avais un peu alerté, j'avais dit, fais très attention à l'anglais, enfin, regarde bien la version originale, parce que je pense qu'on va avoir des petites surprises. Et effectivement, elle m'a tout de suite alerté en me disant, non, non, là, il y a des soucis. Donc, on a fait une réunion, on en a reparlé, on s'est dit, bon, bah, au départ, ça devait être un petit nettoyage, un petit toilettage, et là, on est sur une véritable révision de traduction. Voilà, donc bon, ça fait partie des petites surprises des fois. Donc, révision de traduction confiée à une réviseuse ou confiée à un Ouais, traducteur pour le coup? à une réviseuse, et moi, je vais me charger elle va me faire un premier jet de traduction, et c'est moi qui vais retraduire derrière sur épreuve. Et là encore, c'est absolument pas une norme. On s'est dit, comment on fait, quelle est la meilleure façon de faire, le plus rapidement possible et le plus économiquement possible, et on en est venu à cette solution, mais c'est absolument pas quelque chose qu'on fait, systématiquement. Là, ça tombe bien, je suis traductrice aussi, donc j'ai pu récupérer, mais si jamais la relectrice n'avait pas pu elle-même déjà faire, ce premier jet et que moi derrière, ben, il aurait fallu engager un traducteur, voilà, on essaye d'utiliser tous les moyens qu'on a pour rendre un texte, le plus propre possible. Hélène, dans le cas de révision, justement, de traduction ancienne, ça vous est arrivé de vous rendre compte qu'il manquait des passages entiers ou qu'il y avait eu des grandes libertés, comme disait Cyrielle, on connaît l'histoire de l'édition, l'histoire de la traduction. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus respectueux, je pense, du texte d'origine. Et dans ces cas-là, est-ce que votre casquette de traductrice arrive à la rescousse ou comment ça se passe? Alors, j'ai pas eu dans les révisions que j'ai pu faire, j'ai pas eu de texte avec des passages, enfin pas dans mon souvenir, avec des passages qui avaient été sabrés. J'ai pu tomber sur des traductions avec énormément de contresens, des traductions qui étaient moyennes, qui avaient, voilà, où il y avait effectivement, c'était plus qu'une simple relecture, c'était une grosse révision, voire parfois limite la retraduction du texte. Et puis parfois aussi, il y a une demande, j'ai souvenir d'un texte, d'une révision de texte qui est sorti, qui avait été traduit dans les années 60. Et effectivement, la traduction, alors je ne connais pas bien l'histoire de ce projet éditorial dans les années 60, donc je ne fais que supposer des choses, que lancer des hypothèses. Je ne sais pas si c'était le fait de la traductrice ou si effectivement l'éditeur avait demandé certaines choses et voilà, et la traductrice avait répondu. Mais effectivement, la traduction était à côté du texte, était vraiment à côté du texte, c'est-à-dire que et dans les temps, et dans les dialogues, et dans les, comment dire,
dans les scènes érotiques, parce qu'il y avait vraiment des scènes érotiques dans le livre, tout avait été balayé. Ça n'avait pas été sabré, mais ça avait été modifié. Et par exemple, sur ce texte, on avait décidé avec l'éditrice de changer tous les temps. C'est-à-dire que c'était un texte qui avait été traduit au passé simple. On avait fait le choix de passer tous les temps au passé composé. Donc ça, c'est un énorme, ça c'est un travail qui est quand même titanesque, parce que changer les temps d'une traduction, c'est comme si on cassait la structure, les fondations d'une maison et qu'on rebâtissait au-dessus. Donc j'ai pas eu de texte avec des passages qui manquaient, mais voilà, des gros travails comme ça de révision qui sont presque de la retraduction. Johanna, vous me disiez que les problèmes de temps, Oui, notamment. j'étais juste en train de parler. C'est pour moi, dans les textes que je relis, c'est un gros problème parce que on a en français est-ce que ça s'appelle je l'ai noté parce que je l'oublie à chaque fois, c'est le présent de narration, c'est ça, où on utilise le présent dans le passé pour rendre une suite d'événements plus vivants. Et en anglais, on fait rarement ça. Donc, par exemple, on a un artiste qui est décédé. Il est décédé. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il a fait par le passé, c'est dans le passé composé. Enfin, dans le passé. Mais en français, souvent, les textes sont écrits dans le présent. Donc, si le traducteur n'a pas veillé à ça, il a mis des choses qui ne sont pas logiques du tout. Et donc, mais le problème, ça vient justement avec les œuvres de l'artiste qui sont, eux, toujours là, toujours avec nous. Donc, parfois, je suis très embêtée parce que OK, si c'est les événements de la vie de l'artiste, ça c'est clair, c'est dans le passé. Autant son œuvre vit toujours. Donc, l'œuvre, lui, il est dans le présent. Je ne sais pas si je suis claire, mais ça crée une grande difficulté. Et il faut un traducteur qui a vraiment fait attention à ça. Et récemment, j'ai eu des situations où ce n'était pas le cas et j'étais assez perdue. Et j'ai dû changer des choses qui étaient écrites dans le présent, dans le passé. Et puis, parfois, je suis retournée au texte et je me suis dit, mais non, en fait, attends, parce que ça, c'est l'œuvre, c'est pas l'artiste. Donc, j'ai plein d'exemples, mais c'est assez compliqué. C'est une figure de style en français qui pose des problèmes pour les traducteurs, surtout quand ils doivent travailler rapidement et sans réfléchir vraiment à la cohérence de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est un problème qui m'interpelle beaucoup. Je vous interroge jamais là-dessus. pensé à cette idée, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que nous, on tout de suite la question, quand on a un texte écrit au passé, en anglais, au prétérit, on se dit attention, passé simple, passé composé. Mais j'avais jamais pensé à ce présent, effectivement, qui est assez naturel chez nous et comment le rendre en anglais. Oui, et c'est assez. Mais on peut utiliser le présent dans le passé, mais c'est assez rare, alors que beaucoup des textes que je travaille, c'est assez fréquent en fait de se mettre dans le passé et les événements se déroulent comme si on est là, mais en fait, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans. Oui, et d'ailleurs, on le voit bien dans les biographies françaises. Il naît, nanana, à 18 ans, il fait cela. Oui, exact. Je pense pas qu'il y ait ça en anglais, effectivement, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est intéressant. Ouais. Et moi, j'ai cette couche supplémentaire qui est le fait que l'artiste est peut-être décédé il y a 100 ans, mais son œuvre est toujours devant nous. Donc, donc ça reste. Les choses qui se passent pour la personne qui regarde l'œuvre ou l'effet de l'œuvre sur la personne, ça c'est maintenant toujours. Donc ça peut être assez compliqué. Et je suppose aussi dans mon domaine de l'art aussi,
on se bascule entre un langage assez abstrait des idées, mais aussi des choses très concrètes. Donc, il y a beaucoup de descriptions des œuvres, de ce qu'on voit devant nous. Et donc, les visuels, enfin, les images sont super importants. Donc, pour moi, ça fait une autre chose à vérifier, en fait. Vous demandez systématiquement à ce qu'on vous envoie tous les visuels des œuvres qui seront dans le livre? Oui, parce que j'ai trouvé trop d'erreurs dans que le traducteur n'a pas regardé les images ou n'a pas demandé les images. Et donc, quand on les regarde et on a un texte sur une page avec l'image et le texte, et ils vont pas ensemble, ça va pas. Donc oui, maintenant, je demande toujours les images. Moi, j'avais travaillé sur un catalogue sur Matisse et c'était impossible pour moi de ne pas avoir les tableaux. J'avais dû tout les récupérer. Oui, je comprends tout à fait ça. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, vous jonglez en permanence entre les visuels et les deux langues. Oui, oui. Enfin, pas en permanence, parce qu'il y a quand même des passages qui sont historiques ou qui sont plutôt dans les idées, mais c'est trois choses qu'il faut regarder. C'est l'anglais, le français et les visuels à tout moment. C'est intéressant. Ouais. Hélène, vous sentiriez d'avoir les visuels encore en plus? J'ai traduit pour les rencontres de la photographie à Arles, donc pour le catalogue d'exposition et puis pour certaines expositions, les cartels, etc. Et oui, effectivement, il faut les images, enfin les photographies, les œuvres, c'est assez indispensable. Mais je trouve que c'est intéressant justement d'ajouter cette couche de signifiant. C'est aussi c'est assez enrichissant. Oui, mais j'aime beaucoup, mais c'est juste une particularité une difficulté supplémentaire, ouais. Oui, puis j'imagine que ça demande aussi, enfin cela dit, que les relecteurs et les traducteurs en fiction ou en non-fiction peuvent avoir aussi. Mais c'est vrai que là, vous êtes dans un domaine très spécifique où il y a aussi un vocabulaire de l'histoire de l'art, de technique. Et ça, j'imagine que, puisque vous vous spécialisez là-dedans depuis quelques années, j'imagine que ce n'est pas par hasard et que pour vous peut-être simplifier la vie, vous avez déjà une bonne culture générale de ces domaines-là. Oui, enfin, oui, je dis oui, mais c'est un domaine énorme et c'est très difficile de tout savoir. Et justement, je travaille quelque chose en ce moment qui est un artiste enfin, c'était des années 50-60 où il y a des courants de philosophie liés à l'art qui me franchement dépassent un peu. Il y a des philosophes comme Yves Michaud et je ne me rappelle plus d'autres noms, mais c'est un langage et une réflexion qui est très, très difficile à comprendre. Et donc là, je patauge un peu, j'avoue. Mais il y a d'autres expositions. Le texte français est déjà obscur. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a d'autres catalogues et d'autres expositions où c'est beaucoup plus historique. Il n'y a pas cette théorie, cette critique d'art qu'il y a dans ce projet-là. Donc, heureusement, je travaille avec un traducteur qui s'y connaît parce que là, c'était très important. Et difficile à trouver les informations qu'il faut sur Internet, alors qu'avec des choses plus simples, plus historiques, on peut trouver des infos ou vérifier des choses où on sait où trouver, alors que ici, c'était vraiment une question de comprendre ces idées par rapport aux œuvres d'art et c'était pas facile du tout. Dans le cas des relectures, notamment des écrivains américains, où je pense que toutes nos étapes à nous de relecture, de correction, de prépa de copie, etc., ne sont pas tout à fait les mêmes aux États-Unis. Il n'y a peut-être pas tout à fait la même
je sais pas si rigueur c'est le bon mot, mais la même façon de travailler. Cyrielle, c'est le bon mot, rigueur. Ouais, il faut que j'arrête de bouger mes Je sauces vous à vois, chaque fois. Cyrielle, je vous vois. J'arrive pas à faire. Bah, Non, oui, non, bah oui, on en parle souvent, hein, Hélène, je pense pas que tu me contrediras, mais souvent on s'agace du travail éditorial en amont sur des textes voilà, qui sont publiés, américains, enfin sur les textes sur lesquels on travaille. Des fois, on se dit, ah, l'éditeur, il n'a pas fait son travail, ça aurait dû être entériné bien avant, ça devrait pas être à nous de faire ça. Donc oui, ça arrive quand même, ça arrive souvent. On Et là, s'agace après. s'il y a des choses à modifier avec des grosses erreurs alors, sur le fond, quoi. Là, ça concerne plus le fond que la forme. Comment vous faites si le livre est déjà publié dans le pays d'origine, bah, vous faites. Et puis si c'est une sortie quasi simultanée, ce qui peut arriver rarement, mais je crois que ça arrive, vous prévenez l'éditeur, vous prévenez l'agent. Oui, je pense que, enfin, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir une grosse décision à prendre. Bon, en général, je m'agace et puis on essaye avec les traducteurs essayent un peu de cacher ou d'améliorer les choses évidentes, on n'a pas forcément besoin de consulter, mais quand c'est une grosse décision, on peut aussi demander à l'auteur, tout simplement. Des fois, il y a une relation de confiance entre l'éditeur français et l'auteur étranger. Et l'auteur, des fois, accepte bien volontiers un petit travail éditorial supplémentaire sur la publication française. Donc ça arrive, oui. Mais dans ces cas-là, je pense que oui, il faut nécessairement les consulter. Et après, où est la limite? Parce que finalement, les auteurs sont des artistes, enfin des créatifs. Et est-ce que parfois, il n'y a pas des choses qui nous, alors en plus français, un peu à cheval sur notre code typo et notre langue, notre orthographe, et c'est tant mieux, où finalement, ah bah oui, non, mais en fait, c'est fait exprès, et ils s'en fichent que ces dates soient fausses. Bah, ça, je pense qu'on le voit. On le voit. Quand il y a la volonté de l'auteur, on la sent. On voit la plupart du temps, on perçoit quand c'est simplement un manque de rigueur de l'éditeur ou quand c'est une volonté de l'auteur. Donc ça, à mon avis, c'est assez clair, hein. Je ne sais pas, Hélène, ce que tu en penses. Après, la question, ouais, ça, c'est assez évident. Après, la question, c'est, bah là, c'est justement la fameuse discussion que j'ai eue récemment avec le traducteur, avec lequel on n'était pas tout à fait d'accord sur est-ce qu'on suit complètement la version originale ou est-ce qu'on n'a pas besoin pour ne pas que la traduction française passe pour une mauvaise traduction, tout simplement? Parce que parfois, il faut se dire aussi, il faut garder en tête que le lecteur français, il n'a pas la langue originale, il n'a pas le texte original. Donc, il y a cette couche supplémentaire et il faut surtout pas qu'on tombe qu'on pense qu'il y a des faiblesses de traduction, en fait, alors que c'est simplement que le traducteur a fidèlement suivi l'auteur. Donc, et là, il y a la question se posait sur le traitement des dialogues. Pour moi, il s'agissait d'une coquetterie de l'auteur et qui n'apporte absolument rien au texte et qui, en plus, pour le lecteur français, ajoute un degré, une difficulté parce que nous, on est très rigide sur nos dialogues, comment on les présente, les guillemets, les tirets, choses comme ça. Il ne faut pas trop jouer, s'amuser avec ça. On a plusieurs systèmes, donc soit on met des guillemets systématiques si on veut suivre vraiment l'anglais et ça passe très bien. Soit on met que des tirets, soit on ouvre 3 systèmes, soit on ouvre les guillemets et ensuite on met les tirets à la suite selon les interlocuteurs. Et là, l'auteur a décidé d'ouvrir un tiret pour un interlocuteur, de mettre ta ta ta, dit-il, et de remettre un tiret, donc quasiment sur la même ligne, alors que c'est le même interlocuteur qui reprend après un verbe déclaratif. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est vraiment une coquetterie. Mais traducteur qui est très, très fidèle à l'auteur veut qu'on garde ça. Alors là, pour l'instant, on a décidé de laisser ça de côté pour l'instant, finir le travail, on en reparlera et on verra. Effectivement, je pense qu'on consultera l'auteur. Bon, moi, je pense que je suis presque prête à céder là, mais c'est rare. En général, je suis plus, mais si vraiment, je voulais qu'on enlève ça, on en discuterait avec l'auteur. Ça me semble indispensable parce qu'on sent que c'est voulu par l'auteur. C'est pas simplement l'éditeur qui a pas fait son travail. Donc là, dans ce cas-là, on ne prend pas la décision nous-mêmes. Voilà. C'est l'exemple le plus frais et le plus concret que j'ai, mais j'en ai beaucoup d'autres, mais ouais.
Johanna, vous me disiez aussi, quand on s'est eu un peu pour préparer, que vous qui venez vous avez travaillé dans la traduction commerciale et les agences de traduction, et où vous me disiez qu'il y avait des espèces de petits logiciels qui étaient utilisés. Alors, c'est pas l'IA, tout le monde respire, mais c'est des logiciels qui permettent attendez, je vais retrouver, j'ai noté très exactement. Oui, c'est des logiciels qui permettent de créer des bases de terminologie, c'est ça? Enfin, oui, c'est ça. Et aussi que si on revoit une phrase qu'on a déjà traduite, donc c'est la terminologie, mais aussi une espèce de grande base de traduction qui peut reprendre des bouts de phrases ou des choses qui sont, on appelle ça des matchs. Donc, si c'est un 100% match ou un 20% match, enfin, ça peut faire plus vite. Et c'est très efficace, par exemple, pour, je pense, enfin, je peux imaginer que c'est assez efficace pour des choses plus techniques, où on va revoir le même phrase plusieurs fois, et donc ça rend que c'est cohérent. Là où c'est pas du tout utile, vraiment, c'est avec ce qu'on appelle dans l'agence la traduction rédactionnelle, parce qu'on a rarement la même phrase. Donc, c'est d'usage limité dans ce type de cas. Mais je pense qu'il y a des traducteurs qui quand même sont habitués à travailler dans, enfin c'est Trados, mais il y a d'autres, il y a MemoQ, il y a plusieurs logiciels qui font la même chose et qui, entre parenthèses, sont maintenant liés à l'IA. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais si les traducteurs utilisent ces logiciels, ils ont leur manie dans le sens qu'il faut faire très attention aux, je ne sais pas comment dire ça, avec les guillemets qui sont droits comme ça et les guillemets qui sont… Oui, c'est ça. Il n'existe pas anti-typo. Oui, c'est ça. Nous, on dit curly ou straight. Et donc, il y a ça. Il y a le fait que, par exemple, s'il y a une note de bas de page, mais qui est légèrement différent, ça va automatiquement insérer la note de bas de page précédente, mais peut-être le traducteur ne va pas voir que c'est légèrement différent. Il va penser, oh, c'est OK. Et, ou, c'est deux exemples, mais il y a des choses que je vois dans les traductions qui sont clairement faites dans un logiciel de traduction. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est juste que ça ajoute il faut être vigilant à ça dans mon domaine. Surtout pour les traducteurs qui travaillent pour agences, parce que je pense que les agences, plus ou moins, ils exigent ça, qu'il faut travailler avec un logiciel de traduction. Donc, ça, c'est pas… Vous avez l'œil pour repérer ça dorénavant. Oui, c'est juste parce que j'ai eu l'expérience en agence, donc j'étais tout le temps, en fait, de relire… souvent, on relisait dans le logiciel aussi. Et parfois, il n'y avait pas le temps d'exporter, on disait, le document pour le lire. Ça dépendait, mais souvent, on relisait dans le logiciel. Et ça fait que tout est très segmenté. Il y a des segments. Et parfois, il faut l'exporter pour voir comment ça va apparaître sur la page. Mais ça dépend s'il y avait le temps ou non. Mais j'ai appris les choses où il fallait regarder. Et cette histoire de guillemets, je blague parfois, j'ai perdu un an de ma vie avec des guillemets, je pense. Puisqu'on parle de traduction et de logiciels de traduction, la prochaine rencontre, le 30 novembre, va se faire avec des relecteurs de langues rares, donc, qui pour la plupart ne parlent pas ces langues, les langues sources. Cyrielle, vous le faites
de temps en temps de relire des langues que vous ne parlez pas. Hélène, je crois le moins possible. Enfin, vous m'avez dit sauf exception, mais j'ai l'impression que les exceptions sont très rares. Et vous, Johanna, je crois que vous relisez que de l'anglais. Hein, Oui, j'ai assez de travail, dans le sens qu'il y a que de l'anglais issu du français, pardon. Oui, oui. Non, j'ai jamais relu un texte qui était traduit d'une langue que je ne connais pas. Et c'est une question très intéressante. Enfin, moi, je ne vois pas comment je pourrais le faire. Je ne sais pas si j'accepterais de le faire, mais je suis très intéressée par... justement parce que tout ce que j'ai dit pendant cette rencontre, je ne vois pas comment je pourrais repérer ce genre d'erreur si je suis incapable de regarder de comprendre la langue source. Enfin, peut-être avec les langues comme espagnol, italien qui s'approchent au français, mais avec une langue qui a même une différent système d'écriture, je suis pas sûre moi, je serais pas capable de le faire. Hélène? C'est vrai, je relis que des traductions de l'anglais, avec quand même une majorité de textes même américains. Enfin, c'est le domaine quand même sur lequel je travaille le plus. C'est aussi, enfin, on me propose ces textes-là en fait, on me propose pas autre chose. Donc, j'ai travaillé une fois il y a très longtemps sur un texte traduit du turc. C'est vrai que c'est un peu étrange parce que quand on relit une traduction, on a toujours le nez. Justement, c'est le propre de la relecture de traduction, c'est d'avoir le nez dans la version originale. Donc, si on ne parle pas la langue source, ça veut dire qu'on ne fait que du travail sur le texte français et qu'on ne regarde pas. Alors après, on peut effectivement, de toute façon, c'est vrai qu'un texte, on repère assez vite, même sans avoir le nez dans la VO, quand il y a des choses qui semblent bizarres, des petites incohérences, on a une intuition quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et que à ce moment-là, il faudrait regarder plus près dans la VO pour vérifier. Mais à mon sens, on ne peut pas vraiment faire de travail très précis dans une relecture de traduction si on ne lit pas, si on ne connaît pas la langue source. Cyrielle, ça arrive forcément, puisqu'il y a quand même des langues Oui, que pour le lecteur... ça arrive. Heureusement pour moi, l'Olivier, on traduit quand même majoritairement des textes de l'anglais. Mais oui, ça arrive. Moi, je me souviens, une de mes premières relectures de traduction pour l'Olivier, en plus, j'étais vraiment pas aguerrie, c'était du polonais. Donc, voilà, je connaissais pas un mot de polonais. Mais j'avais la chance de travailler avec une traductrice qui traduit aussi de l'anglais et qui traduit encore pour l'Olivier. Et on avait, effectivement, comme dit Hélène, bon, c'est pas le même travail, en fait, c'est pas le même exercice. On travaille uniquement sur le français, mais on sent les choses quand ça fonctionne pas, quand il y a une articulation qui est mal passée. En général, derrière, il y a un problème de compréhension. Il y a soit un petit faux sens, soit un petit contresens, ou soit, nous, on parle d'anglicisme, donc selon la langue, voilà, il y a quelque chose qui vient d'un idiome, ou ça, on va le ressentir. Si on a le sens du texte français, on va le voir. Et l'avantage, là, dans ces cas-là, on est obligé de travailler avec le traducteur. On ne peut pas faire seul, prendre des décisions seul, parce que pour revenir à la langue source, c'est le traducteur qui va nous dire, ou la traductrice, on va leur dire, donne-moi littéralement, qu'est-ce que ça veut dire, on va y réfléchir ensemble, mais moi, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sur le polonais, j'avais travaillé comme ça. J'ai récemment, la dernière fois pour l'Olivier, travaillé sur de l'hébreu. Pareil, je connaissais rien, donc avec la traductrice, on a beaucoup, beaucoup dialogué. Et systématiquement, quand j'ai réagi, quand quelque chose a accroché à la lecture, il y avait un souci derrière qu'on a réussi à rectifier. Mais après, si le traducteur, parce qu'on a quand même des traducteurs qui sont tellement doués pour rendre une langue très, très fluide en français, que tout passe, si tout passe, on va pas voir le contresens, on va jamais le voir. Si le traducteur qui avait une petite incompréhension s'est débrouillé pour la gommer, s'il n'arrivait pas et voilà, on a des traducteurs tellement doués parfois que, nous, on n'y voit rien si on n'a pas la source, hein. Faut vraiment, faut se méfier. Mais c'est aussi super intéressant. Après, moi, je peux relire l'espagnol, ça va, j'ai longtemps étudié l'espagnol, donc
j'arrive pour l'Olivier, on a récemment republié les Bolagno, j'ai dû faire des relectures sur des inédits et tout ça. Je me suis dit, bon, je vais jamais y arriver, ça fait des années, et finalement, ça allait. Mais effectivement, pour les langues rares, dans ces cas-là, on doit travailler de manière très étroite avec le traducteur. Ou alors, on fait quelque chose d'autre. C'est pas la même chose. Et puis pour finir, parce qu'il est 20h33 et on va aussi laisser à notre public sa part de questions dans le chat. J'ai dit en introduction que vous étiez par ailleurs toutes les trois traductrices. Est-ce que c'est un avantage? Alors, pour Hélène, je sais que Hélène est devenue, je crois, traductrice grâce à la relecture. Donc ça, je trouve ça assez génial que ça vous ait amené là. Mais est-ce que finalement, maintenant que vous êtes traductrice, enfin, puis vous l'êtes toutes les trois, est-ce que ça vous rassure ou au contraire, vous êtes obligé de vous brider pour garder la bonne casquette quand vous faites une relecture? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes capable de vous mettre à la place des traducteurs et c'est facile enfin voilà, enfin, j'entendais, Hélène, vous avez participé à une magnifique table ronde à la librairie Le Comptoir des mots avec Céline Leroy et Marguerite Capel, quel beau trio sur la traduction. Et Céline disait que elle, ça la rassurait à mort quand elle savait que c'était vous qui étiez sa relectrice parce que vous étiez son deuxième cerveau et qu'elle savait que sur les choix qu'elle avait faits, vous alliez vous mettre à sa place et comprendre les choix qu'elle avait faits instinctivement. Est-ce que ça, c'est parce que vous êtes devenue traductrice ou est-ce que déjà, de toute façon, un bon relecteur fait ça? Voilà. Et bien, oui, il y a plein de questions dans ma question. Alors, je sais pas, parce que quand j'ai commencé à relire les traductions, enfin certaines traductions de Céline, c'était à l'Olivier, la première, je sais plus, c'était peut-être le Janet Winterson, j'arrive pas à me souvenir. Et j'étais pas encore traductrice à ce moment-là. Donc voilà, j'ai commencé comme relectrice simple, avec la seule casquette de relectrice. Après, je sais pas, je pense que j'ai pas l'impression que, comment dire, d'avoir modifié ma manière de relire les traductions depuis que je relis. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être plus simple, mais je sais pas si cette simplicité a un rapport avec le fait que je sois traductrice ou si juste elle a un rapport parce que je relis des traductions depuis plus longtemps et que voilà, maintenant j'ai aussi des automatismes, des choses qui me viennent plus facilement, j'ai davantage confiance, etc. Donc je n'arrive pas vraiment à savoir, je sais pas. Après, j'imagine que le fait d'être des deux côtés, traductrice et relectrice, peut-être que je me mets plus facilement dans la peau du traducteur et de la traductrice. Je sais pas si je. Donc, c'est. Comment dire, j'analyse peut-être mieux justement ce que c'est la traduction, ce que c'est, voilà, quand on rend une traduction, comment elle est fabriquée, le travail qui a été investi, etc. Et peut-être que mes propositions de correction, etc., intègrent cette donnée qui rassure peut-être les traducteurs. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Mais c'est assez mystérieux pour moi, hein, tout ça. J'ai du mal à mettre les mots dessus parce que c'est à la fois c'est très imbriqué et en même temps c'est très différent. Donc voilà, je sais pas, voilà, je sais pas si le fait d'être traductrice aujourd'hui rassure davantage Céline Leroy ou si c'est autre chose, je sais, voilà, je peux pas répondre. Mais je lui poserai la question. C'est ce qu'elle a dit, j'ai écouté le podcast, c'est ce qu'elle a dit pendant la soirée. Ouais. Mais... Johanna, cette double casquette, elle peut être parfois, ça peut être parfois un peu poreux. Est-ce qu'il y a des envies parfois de se dire, moi j'aurais pas, surtout sur des textes un peu artistiques, techniques, est-ce que parfois vous vous dites, oh là là, mais moi j'aurais pas du tout traduit comme ça, et ah oui, mais là aujourd'hui je ne fais que de la lecture. Moi, c'est tout
l'intérêt et la difficulté de faire ce que je fais, c'est qu'il faut, au cours d'un texte, on est en train de prendre 1001 décisions assez rapidement sur le texte et se dire, est-ce que si je fais un changement, est-ce que c'est juste, enfin, est-ce que je peux le justifier? Et je trouve que souvent, je ne peux pas. Et quand je dis je ne peux pas, ça, c'est la traductrice qui parle parce qu'elle, elle est en train de dire, mais j'aurais fait mieux. Mais ce n'est pas la question, en fait. Et donc, je pense que le fait d'être traductrice, parfois, ça peut créer une complication, je pense, et pas assez de recul. Que quelqu'un qui n'est pas traductrice va pas, enfin, ils vont avoir une espèce d'approche plus fraîche presque avec le texte. Ils vont pas voir tous ces tics de traducteurs ou de traductrices. Et là, ils vont dire vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas pour l'anglophone, enfin, dans mon cas. Donc, d'une certaine manière, je pense que ça peut être un obstacle, mais d'un autre côté, il y a des erreurs qui sont tellement insidieuses, comme Cyrielle disait, que là, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester très fidèle à l'auteur? Alors, dans ce cas-là, il faut qu'on corrige ces erreurs-là, ou est-ce qu'on se dit, bon, ça se lit tellement bien en anglais que c'est OK, je le laisse. Donc, c'est toute la problématique, en fait. Voilà. Donc, c'est difficile de porter les deux casquettes, je trouve. Et il y a des avantages et des inconvénients des deux. Finalement, je pense que il faut que je tombe d'un côté, je pense que c'est important que je suis traductrice aussi. Mais je vois que parfois, il faut que je fasse attention et j'écrase mon ego. C'est ça. Cyrielle, ça vous a déjà, en tout cas, au moins, vous êtes déjà posé des questions justement sur et là, en fait, je ne peux pas justifier, donc là, c'est la traductrice qui parle plus que la lectrice ou... Alors, moi, je rejoins beaucoup ce que disent les deux filles. Je vous rejoins beaucoup. Hélène, je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu dis que c'est très imbriqué, que c'est très difficile de dire exactement quel est notre rapport. Enfin, moi, je me considère avant tout comme relectrice. J'ai aussi commencé comme relectrice, même si j'ai un diplôme de traduction. Qu'est-ce que c'est être traducteur quand on sort d'un DESS, d'un Master 2? Ça veut rien dire, en fait. On devient traducteur avec l'expérience. Et moi, mon expérience au départ, c'était la relecture. Donc, je me vois plus relectrice encore que traductrice et j'ai pas l'impression que l'un interfère sur l'autre. Ça se nourrit effectivement, mais quand je fais de la relecture, déjà j'ai toujours j'ai l'impression d'être schizophrène parce que quand je suis relectrice, je vais aller corriger des choses. Déjà, j'essaye de me mettre dans le cerveau du traducteur autant que dans celui de l'auteur. Et donc moi, absolument pas interférer avec ma subjectivité. Et donc, effectivement, comme dit Johanna, il faut toujours justifier. Moi, c'est très rare que je fasse une correction comme ça sans mettre quelque chose dans la marge pour expliquer, à moins que ce soit avec un traducteur ou une traductrice qui me connaît parfaitement et qui sait exactement pourquoi j'interviens là. Mais effectivement, il faut que tout soit toujours justifié. Mais je pense que les idées qui me viennent quand je fais de la relecture ne sont pas du tout les idées que j'aurais si je traduisais le texte. Et inversement, quand je traduis, je m'accorde des libertés que je me retoquerais si j'étais relectrice de ce texte. Donc, c'est très bizarre. On s'autorise des choses. Moi, j'ai l'impression que quand je suis relectrice, je suis vraiment relectrice. Et quand je fais de la traduction, je fais de la traduction. Il ne faut pas que mon cerveau de relectrice, si ce n'est l'expérience, effectivement, qui va m'aider à faire des choix assez rapides parce que on a l'habitude de tomber toujours dans les mêmes écueils, tous autant qu'on est traducteur. On va faire les mêmes fautes, on a des petites alertes comme ça quand on est relecteur, faire attention de ne pas tomber dans ces écueils-là. Donc ça m'aide, mais je fais taire ma voix de relectrice quand je traduis parce que j'ai besoin d'une plus grande liberté. Et après, ce sera à mon relecteur de faire ce travail-là. Et donc voilà, et quand je relis, je pense que être traductrice, ça m'aide à trouver des choses quand je sens que quelque chose ne va pas. Ça m'aide du point de vue créatif.
Mais je pense que c'est jamais ma voix vraiment qui parle quand je relis, quand je propose quelque chose. C'est une voix qui est nourrie à la fois de l'intention que je perçois chez l'auteur et du travail qu'a fait le traducteur et j'essaye de faire, matcher tout ça. Mais après c'est pas calculé, c'est pas je théorise jamais sur mon travail donc là je vous dis ça comme ça, cette analyse parce qu'on en parle, mais je sais pas exactement si Oui, c'est je ce que je fais concrètement. je pense aussi que dans la relecture de traduction, il y a aussi la notion de mise en valeur du texte, ce qui est Ouais, enfin, de mise en valeur à la fois de la VO et de la traduction. c'est ça. Et la mise en valeur de la traduction, c'est aussi savoir se mettre, marcher dans les traces, enfin dans les pas du traducteur ou de la traductrice. Exactement. Et la traduction, c'est complètement différent. À la traduction, on est seul, voilà, Mmh. on est seul avec nos questions, etc. Mmh. On est seul avec la sensibilité de l'auteur, avec notre propre sensibilité. Et voilà, c'est la relecture, c'est un accompagnement. Mmh. Alors effectivement, comme dit Cyrielle, la traduction, ça nourrit parce qu'effectivement, il y a des choses qui nous viennent plus facilement, ça, voilà, du point de vue créatif, dans la sensibilité, dans la syntaxe, etc. Mais il faut quand même jamais oublier qu'on accompagne un traducteur ou une traductrice sur Mmh. un texte qui existe Mmh. déjà. Donc nous, on C'est est ça. quand même, on existe, on a nos propositions, etc. Mais notre présence est quasiment invisible, quoi. On ne va pas sentir qu'il y a plusieurs personnes qui ont Il n'est relu pas le texte. question d'ajouter une troisième voix. Exactement. Déjà, Oui, quand on est traducteur, l'idée, c'est de s'effacer derrière l'auteur, hein. Il faut surtout pas exactement. qu'on y mette trop de notre subjectivité et c'est vrai que le relecteur, c'est encore une troisième étape. On doit encore plus s'effacer, mais moi, enfin, c'est un exercice que j'adore. J'adore ce genre de contraintes, je me vois pas du tout, être autrice. Je me vois pas écrire, ça m'intéresse pas. Moi, j'adore me mettre dans le cerveau des gens, qui ont fait un travail et de rendre ce travail encore plus abouti, voilà, Alors, mais après ça dépend des personnalités. il nous reste un petit quart d'heure pour les questions dans le chat. Il y a Laurence qui dit, alors je ne sais pas à laquelle de vous trois elle s'adresse, mais quelle distinction faites-vous entre relectrice et correctrice précisément, car vous considérez vraiment comme vous considérez vraiment comme relectrice quand vous faites de la correction de ce que je perçois. Alors, juste une chose, c'est vrai que là, je ne vous ai pas du tout fait parler de méthodologie parce qu'on en avait beaucoup parlé lors de la première rencontre de ce cycle. En tout cas, mais je pense que Johanna aussi, mais quand il s'agit vraiment d'un travail de relecture, la différence avec la correction, c'est qu'il y a déjà, il me semble, une vérification ligne à ligne entre le texte source et le texte cible pour vérifier que rien n'a été oublié, pour vérifier qu'il n'y a pas de contresens. Et ça, c'est ce qui est vraiment du domaine de la relecture et qui n'est pas du domaine de la correction. Même si, après, si on voit des erreurs, on corrige. Mais on propose. C'était une question à Johanna? C'était à vous toutes, je crois. Moi, j'ai juste là, j'ai une idée qui me vient dans cette je pense que la distinction, c'est que pour moi, la correction, c'est une expertise. Il faut connaître ce métier, il faut l'apprendre. Il y a des règles très strictes à apprendre de typographie, d'orthographe, de tout ça. Donc pour moi, vraiment, la correction, ça relève d'une expertise, alors que la relecture, on est plus aussi dans de la sensibilité, ce qu'on perçoit, dans on a beaucoup plus de marge de liberté, c'est plus du feeling. On n'apprend pas le métier de relecteur pour moi. Je ne vois pas de formation qui puisse, réellement nous apprendre à relire une traduction. Alors que la correction, pour moi, c'est un vrai domaine d'expert. C'est des gens qui connaissent, des règles, qui ont appris un métier, donc c'est pas du tout la même chose. Mais d'où quand même la difficulté aujourd'hui avec cette fusion entre la relecture et la préparation de copie, parce que normalement les préparateurs de copie, il me semble qu'ils ont plutôt une formation de correcteur. Enfin, il y a quand même une connaissance code typo, ortho. Enfin, ils font quand même toutes les corrections, ils vérifient tout. Et c'est vrai que fusionner les deux aujourd'hui, c'est quand même un peu complexe. Pour moi, c'est ce que je disais, c'est pas possible si on n'a pas une formation au départ, enfin, si on n'a pas appris, ne serait-ce que le code typo. Voilà, moi, j'ai pas appris le métier de
correcteur, donc je pourrais jamais dire que je suis correctrice. Je peux dire que je peux effectivement faire de l'orthotypo pour préparer un texte et tout ça, mais je vois pas, non, si on n'a pas cette compétence-là, on est obligé de s'entourer de quelqu'un qui l'a, quoi, qui a appris ce métier. Sinon, bah, effectivement, ça va être ça va se voir à la correction et le correcteur va devoir, à une étape qui n'est pas normalement, parce que le texte est beaucoup moins malléable quand on travaille sur des épreuves, il est déjà composé, donc on ne peut pas s'amuser à tout démonter. C'est pas comme un fichier Word où on peut faire toutes les corrections qu'on veut. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour le correcteur s'il y a pas cette étape-là. Ouais. Oui, pardon, Johanna. Non, c'est juste que, justement, c'est toute ma difficulté, en fait, c'est que j'ai été formée par ça s'appelle le Chartered Institute of Editors and Proofreading au Royaume-Uni. Et donc, j'ai ces bagages de copy editor et je dois faire la relecture des traductions en même temps. Donc, c'est les deux casquettes. C'est ces deux casquettes-là que je trouve plus difficile en fait que la casquette traducteur-réviseur. Et c'est très, on est très dispersé en fait parce qu'on doit faire plusieurs choses en même temps, ou sinon on doit faire plusieurs passages. Et je suis pas sûre que c'est compatible, mais je me demande si les budgets, je pense que c'est le cas, si le budget et le problème de temps, ça va faire que de plus en plus, c'est ça qui est demandé. De toute façon, je pense que les éditeurs français qui font des éditions bilingues, des ouvrages bilingues, ils ont sans doute besoin de quelqu'un, enfin souvent avec qui ils peuvent communiquer en français quand même. Donc, ils ne peuvent pas forcément aller en Angleterre pour trouver des copy editors. Ou peut-être ils pouvaient, mais ils ne le font pas. Enfin, je ne sais pas. Mais là, je suis entre le Royaume-Uni et la France. Et donc, j'ai cette partie du marché où je peux travailler pour les éditeurs français parce qu'on peut communiquer en français. Mais je fais aussi un travail de copy editor sur les textes en anglais. Donc, beaucoup de casquettes. Mais la séance précédente, l'éditrice qui était présente disait que quand elle faisait elle-même le travail de relecture, comme vous faites, Cyrielle, en fait, et qu'elle avait parfaitement conscience qu'elle n'était pas préparatrice de copie professionnelle, qu'il n'y avait pas de passage en prépa de copie derrière, qu'effectivement, après, c'était la correction sur épreuve. Elle disait qu'elle avait bien conscience, et d'un point de vue tarifaire aussi, que son correcteur sur épreuve allait faire une partie de la prépa de copie. Mais effectivement, on prend des risques quant à la maquette, quoi. Oui, c'est ça, oui. Après, bon, moi, je m'aperçois maintenant quand j'ai le retour de mes textes que j'ai traités toute seule, je pense qu'il y a plus de corrections qu'avant, mais ça reste, je sais pas. En tout cas, moi, les correctrices avec lesquelles, c'est souvent des correctrices, effectivement, avec lesquelles je suis en contact, j'ai pas eu à avoir ce genre de réclamation, de plainte, on a trop de travail sur tes textes derrière, donc j'espère, je pense que je fais les choses assez rigoureusement, mais ça m'était venu au tout début quand j'étais arrivée, et pas nécessairement avec l'Olivier, parce que nous, en plus, on fait partie d'un groupe, donc c'est le Seuil. Donc nous, nos correcteurs, c'est pas l'Olivier qui recrute ses correcteurs, c'est le Seuil. Donc ils sont beaucoup plus nombreux. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, le système de recrutement. Mais bah, c'était Isabelle Détienne qui m'en avait parlé d'ailleurs quand j'étais arrivée, qui m'avait dit les correcteurs sentent maintenant qu'il n'y a pas de prépa derrière les textes. Et ils commencent à se plaindre parce que bah, effectivement, ils sont toujours payés à la même quantité de signes, donc ils ont plus de travail. Et leur planning, j'ai l'impression aussi qu'ils sont faits, ils sont déterminés par la fabrication en fonction du nombre de signes. C'est-à-dire qu'un texte fait, je ne sais pas, 400 000 signes, on va leur dire bah, c'est 10 000 signes de l'heure, donc tu as tant de jours pour le faire. Et je trouve ça, oui, je pense que ça doit pas être facile parce que quand on se retrouve avec un texte qu'on estime qui a été mal préparé, bah, je comprends que ce soit pas évident à accepter pour les correcteurs.
Agathe dit qu'elle a le sentiment qu'un relecteur-réviseur de traduction littéraire dont le portrait a été esquissé ce soir est plus au croisement du métier d'éditeur et de traducteur plutôt que du côté de la préparation de copie et de correction. Qu'en pensez-vous? Oui. À la base, oui. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, c'est non, Hélène? Oui, c'est Ouais. le premier, enfin, une des premières étapes du travail éditorial sur le texte, c'est-à-dire voilà le travail sur la fluidité de la langue. Effectivement, il y a toujours ce travail sur la VOVF, mais en plus, c'est comme un peu comme pour un texte français, sauf que nous, on n'a pas, comme le texte est déjà publié, il n'y a pas de proposition éditoriale à proprement parler, c'est-à-dire que voilà, le texte existe, donc on ne touche pas, mais par contre, le texte français, c'est une copie neuve, donc on travaille sur la première copie, et on veille à ce que, voilà, à ce que les registres soient bien respectés, à ce que la langue soit fluide, je ne sais pas quoi d'autre, Cyrielle, enfin oui, voilà, c'est un travail, on va dire un travail littéraire sur le texte. Un travail littéraire sur le texte. Ouais. De sorte, enfin voilà, le texte, comme ça, quand le texte arrive au moment des épreuves, il n'y a plus que la correction, enfin il n'y a plus. Il y a le travail de la correctrice ou du correcteur, mais il n'y a plus de travail sur le littéraire sur le texte. A priori. Non, a priori, oui. A priori, oui. Oui, c'est vrai que par rapport à la session précédente, on avait une des relectrices qui était tout à fait préparatrice de copie aussi, quoi. Enfin, même si on vous le demande, Hélène, et je ne doute pas que vous le faites bien, mais enfin, vous me disiez que vous ne vous sentiez pas forcément légitime quand... Non, c'est pas mon métier premier. Je pense qu'il y a des professionnels qui le font extrêmement bien, encore une fois, et c'est vrai que voilà, pour des questions de coût, etc., maintenant, comme on disait tout à l'heure, les deux missions fusionnent, mais je ne me sens pas très légitime dans cette fonction-là. Et les professionnels, je pense qu'ils sont 75 à nous écouter en plus. Et ben c'est quelque chose qu'on déplore, hein, de plus pouvoir systématiquement confier notre texte à un préparateur. C'est pas du tout, c'est pas l'éditeur ou le relecteur qui a décidé d'un coup de récupérer aussi cette casquette-là. C'est Oui, pas confortable, quoi. C'est le marché qui va pas. On sait bien que le marché de l'édition, enfin du livre traduit en France en ce moment, c'est compliqué. Teams me signale qu'il nous reste moins de 5 minutes, donc je crois qu'il va être temps de se dire au revoir. Johanna Corinne Donne, Cyrielle Ayat Katsikas, Hélène Cohen. Oui, mais un jour, j'ai réussi. On ne vous a pas aidé avec les noms de famille. Depuis, je savonne. Je déteste quand on se plante sur mon nom. Donc Ah non, alors moi, je n'ai absolument pas de... Non, vous inquiétez pas. C'est pas dur, quoi. Ayat Katsikas, voilà, ça y est. Comme ça s'écrit. Ayat Katsikas. Et on met des A partout, c'est facile. Un grand merci de ce dialogue qui était très fluide entre vous trois. C'était un bonheur. J'ai eu l'impression de n'avoir plus qu'à me mettre en retrait et à vous écouter. C'était top. Enfin, moi, merci à vous, c'était super aussi. Hein. Et puis merci vraiment du temps que vous nous avez accordé. Merci à vous derrière vos caméras éteintes d'être toujours aussi nombreux. Et puis évidemment, un grand merci à la CLF parce que je précise que les Armelle, Étienne et d'autres qui pensent ces tables rondes, qui contactent nos invités, qui me contactent moi, qui se prennent la tête sur nos emplois du temps pour réussir à nous mettre toutes les quatre ensemble un soir, font tout ça bénévolement et qui donnent un temps de malade à l'association. Donc je crois que ça mérite d'être salué. Donc un grand chapeau bas. Je crois qu'il aura fallu 8 rencontres pour que je pense à le dire. Donc, je l'ai peut-être dit au début, puis après, c'était acquis dans ma tête. Donc, je pense que c'est bien de le rappeler. Donc, un immense merci aux organisateurs de la CLF qui financent, mais qui donnent du temps, surtout aussi.
Tout à fait. pour monter ces rencontres. Évidemment, merci à Fontaine aux Livres de nous accompagner sur ces soirées. Et puis, rendez-vous le 30 novembre, ça y est, on est en novembre, oh là là, pour une rencontre justement autour de la relecture, révision de langues rares, qui devrait être aussi nous donner un autre angle de ce travail ou de ces différents métiers, parce qu'on a bien vu, ce sont des métiers assez difficiles à définir finalement. Ça empiète sur d'autres choses. Est-ce qu'on est relecteur? Est-ce qu'on est éditeur? Est-ce qu'on est préparateur de copie? Ben, je crois qu'on est un peu tout. Enfin, vous êtes un peu tout, parce que moi, pas du tout. mais voilà. Et ben, à bientôt pour ceux qui Merci, sont là le Sophie. 30 novembre. Merci Puis vraiment, beaucoup. merci à toutes les trois. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.